Lundi 2 avril 2018, bonsoir à tous et à toutes. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Café Débat après 2 semaines d'absence afin de continuer l'aventure, afin de continuer cette émission, continuer à vous donner la parole, à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, vous le savez. C'est évidemment la raison d'être de cette émission Café Débat. Alors, pour cette reprise, nous nous focaliserons sur l'actualité brûlante, on va dire sur le sujet du jour, qui va faire sans doute l'événement du mois ou de l'année. En tout cas, rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo sous fond de crise politique aiguë. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Que peut-on attendre de cette autre rencontre entre Alpha Condé après un bon bout de temps? Et puis, autre sujet qui sera donc au menu de cette émission Café Débat, il s'agit de l'installation des maires depuis les élections du 4 février. On n'entend pas parler du tout de l'installation de ces maires. Y a-t-il un délai prescrit par la loi pour que ces maires soient installés ou pas? Qu'est-ce qui freine le processus? La question, je vais la poser à l'invité du jour, Kramo Madi Kamara. Il est juriste, analyste politique et consultant MEIA. Kramo Madi, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, bonjour aux millions de téléspectateurs. Merci de la disponibilité. 2 sujets principaux notamment, c'est cette rencontre entre le président de la République et Cellou Dalein Diallo. Je rappelle que cela remonte de quelques 2 ans que Alpha Condé avait rencontré Cellou Dalein, et à l'époque il a promis de le rencontrer régulièrement, pas forcément en temps de crise mais en temps normal, pour parler des problèmes du pays, des sujets majeurs du moment, et voire même le consulter à l'occasion de ses grands voyages à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, Alpha Condé décide de le rencontrer sous fond de crise. Est-ce que d'abord, on peut dire on peut constater qu'il n'a pas respecté cet engagement de rencontrer le chef de file très régulièrement et ordinairement? Tout à fait, c'est ce que vous avez rappelé à l'aune de vos propos. Le président a dit ce qu'il ferait, mais il n'a pas fait ce qu'il a dit. Quand on dit ce qu'on fait, on est transparent, mais quand on fait ce qu'on dit, on est crédible. Le président n'a pas fait ce qu'il a dit, allez savoir ce qu'il en est. Il avait promis effectivement que périodiquement il se rencontrerait avec le chef de file de l'opposition pour échanger des questions brûlantes de l'actualité nationale. Et ce qui est de mon point de vue de très bonne loi, parce que cet échange permet de décrisper l'atmosphère politique, et vous savez bien que c'est le politique qui tient l'économie en état. Lorsque tout va bien politiquement, économiquement, on a de l'espoir que les choses peuvent aller mieux parce qu'il y a de l'accalmie. Malheureusement, le président, comme je le rappelais, n'a pas tenu ses engagements, et donc la crise politique s'est enlisée à nouveau, bien que les élections se soient tenues. Les revendications de l'opposition se sont fait sentir à nouveau, et c'est sur fond de crise, donc avec les multiples manifestations et celles prévues encore, que le président a accepté de renouer le lien de dialogue avec son principal opposant, le chef de file de l'opposition, qu'il va rencontrer aujourd'hui. Comme vous l'avez si bien rappelé, la question est de savoir quels vont en être véritablement les enjeux. Quand bien on sait que le président avait rencontré plusieurs autres fois le chef de file de l'opposition, et à chaque fois que cette rencontre avait lieu, c'était sur fond de crise. Et malheureusement, ces rencontres n'ont pas abouti à grand chose, parce qu'on avait assisté encore une fois à la recrudescence de la violence liée au non-respect des engagements que le président et le chef de file avaient pris solennellement aux yeux de l'opinion nationale et internationale. C'est donc une autre rencontre qui va s'opérer aujourd'hui, et on ne peut pas déjà pronostiquer sur l'issue, mais a priori, il y a une présomption de non-attente qu'il va falloir brandir, parce que, comme je le dis, les autres rencontres n'ont pas produit d'effet. On ne peut pas s'attendre à mieux, en tout cas, sauf cas de surprise majeure. Étant donné que cette rencontre n'arrive pas dans un schéma de paix, de calme, on pourrait dire que oui, c'est une invitation de bonne foi, qu'Alpha Condé veut juste le rencontrer pour discuter des petits problèmes, mais en fait il y a une crise, et on sait que l'opposition il y a des semaines passées a marché, il y a eu des cas de mort, et elle maintient la pression comme quoi elle va encore remarcher à partir de demain mardi et jusqu'à toute la semaine à propos des résultats. Donc est-ce qu'on peut dire que la pression, s'il y a eu, en tout cas si c'est cette pression qui a amené le président à inviter Cellou Dalein Diallo, que cela
pourrait influencer le sujet qui sera au menu. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut imaginer qu'ils arrivent à cette affaire de consensus encore liée aux résultats qui sont décriés par l'opposition? Je ne serais pas surpris si les conclusions auxquelles cette rencontre aboutira étaient de mettre en place un couloir de négociation pour aboutir autour des résultats des communales pour aboutir à une négociation en vue de prendre en compte les revendications de l'opposition. Je ne serais pas surpris parce que on nous a habitués à ces consensus au péril de la stabilité de notre pays et du respect des institutions et des textes de loi. Alors si cela est le cas aujourd'hui, ça ne serait que la continuité d'un processus qui a cours dans notre pays. Malheureusement, c'est aux grandes dames des textes de loi et surtout de la République, parce que ce sont des intérêts personnels et égoïstes que l'on fait prévaloir sur l'intérêt général. La loi, elle est pour tous, mais les accords politiques bénéficient qu'aux acteurs politiques. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un minimum de personnes qui se permettent un maximum de choses. Lorsque l'opposition revendique pour des raisons purement politiques, ça veut dire que les populations sont laissées pour compte, parce que les revendications que les populations doivent exiger le sont dans le cadre légal. Parce que la loi, elle est pour tous. Malheureusement, ces accords politiques, ce serait encore permettre à ces politiques d'aller bénéficier des dividendes liés à ces consensus. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas une très bonne chose pour la République. Parce que si les deux, si les deux ne parlent pas de la situation qui prévaut actuellement sur le terrain politique en termes de crise, ils ne peuvent parler de rien d'autre. Alors, est-ce que aller à l'encontre de ce que la loi dit, c'est-à-dire de ne pas falsifier les chiffres, de s'en tenir à ce que les tribunaux ont donné comme décision et ce que le président de la CENI a donné comme résultat, ça serait une fois encore une manière pour eux de se donner la main et de chiffonner nos lois, parce que le code électoral est clair sur ce qui a été fait lors de ces élections, en ce qui concerne les contentieux et les résultats finaux donnés par la CENI. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous que ces deux institutions sont des récidivistes dans la violation de nos textes de loi, parce qu'ils l'ont fait récemment à l'occasion de l'adoption de la loi électorale qui nous a permis d'aller à ces élections communales. Dès l'instant où ils ont accepté de mettre en place un mécanisme de désignation indirecte des chefs de quartier, ça biaise fondamentalement l'article 2 de la Constitution qui dispose clairement que le vote il est direct en République de Guinée. Mais pour des raisons politiques, ils ont accepté d'outrepasser cette disposition et de mettre en place un mécanisme qui les arrangeait eux. Et d'ailleurs, cet arrangement a ses limites parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une impasse à laquelle nous allons faire face dans la mesure où il y a des bulletins de procès-verbaux qui ont été totalement annulés dans certaines collectivités. Et à ce moment, on se pose la question de savoir comment les chefs de quartier vont être désignés dans ces collectivités. Parce qu'en ce moment, le bulletin et le procès-verbal qui doit prévaloir a été annulé. Donc ce sont des limites à cet arrangement, à ce copinage politique qu'ils ont fait et qui finit par les rattraper. Alors donc, la rencontre d'aujourd'hui, il faut bien se demander, est-ce que ce serait encore une fois la montagne qui va accoucher d'une souris ou c'est la souris qui va grossir comme la montagne? On verra bien à l'issue de cette rencontre et on va en tirer les enseignements. Mais pour ma part, ce qui est important, c'est que nous devons continuer à faire prévaloir le droit sur toute chose. Il ne faudrait pas que les raisons politiques dominent sur l'intelligence légale. Autrement dit, les textes sont assez clairs. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, il y a des griefs que l'opposition porte à ce processus électoral qui vient de s'achever, tout comme la mouvance. Parce qu'il faut se le dire pour vrai, il y a des magistrats qui ont outrepassé leurs prérogatives et qui ont annulé des procès-verbaux, ce qui n'était pas de leur prérogative. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour autant, il y a eu des recours qui ont été exercés par les formations politiques ou en tout cas les candidats, notamment l'opposition, devant les tribunaux. Il se trouve que la loi électorale est très claire là-dessus. Les tribunaux d'instance sont les seuls à connaître des contentieux liés aux élections communales. Ils vident le contentieux et leurs jugements sont insusceptibles de recours. À partir du moment où
les politiques ont saisi les tribunaux avec leurs revendications et que ces revendications ont fait l'objet d'une décision qui a acquis autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de transcender encore une fois cette décision pour aller s'accommoder d'un autre consensus, parce que ça serait nous-mêmes affaiblir nos institutions. Absolument. Nous parlons tout le temps de la porosité de notre justice, mais si nous contribuons à l'affaiblir davantage, ce serait encore une fois un cataclysme institutionnel. Il faudrait que nous fassions en sorte que les institutions de la République obéissent qu'à la loi et que ceux qui sont supposés faire fonctionner les institutions aussi n'obéissent qu'au dictat de la loi et ne cèdent pas aux caprices de leurs aspirations politiques pour compromettre dangereusement l'existence légale de nos textes. Alors, si les deux hommes ne doivent pas, ça c'est un peu le souhait que vous formulez, j'imagine que d'autres aussi formulent, ne doivent pas s'entendre à Sékou Touria pour aller encore chiffonner le code électoral, bafouer la loi, qu'est-ce qu'ils peuvent, je veux dire, décider d'autre? Est-ce que se regarder en face, sourire, envoyer cette image à l'opinion, qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, je ne sais pas, discuter entre eux que ce sujet-là? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui tient à cœur aux opposants, Cellou Dalein et toute sa compagnie, de dire à Alpha Condé, écoutez, on nous a trompé ici et là, il faut que vous disiez à la CENI de changer. Et je ne sais pas, Alpha Condé peut-être dire non, oui. S'ils ne doivent pas faire cela, qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent discuter et conclure, qu'ils puissent satisfaire l'opinion et justement les partis politiques? Il y a beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler de la nation, nous sommes en train de parler du pays. Nous ne sommes pas en train de parler de l'âge Cellou, président de l'UFDG, M. Alpha Condé, président du RPG. Nous sommes en train de parler du président de la République et du chef de file de l'opposition. Ça veut dire que les enjeux transcendent leur personne et vont au-delà de leur formation politique. Il s'agit de l'avenir de la nation. Simplement parce que dans notre pays, depuis quelques années, nous avons cessé de parler de développement. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, que le politique tient l'économique en état. Autrement dit, quand la politique prend le dessus sur la gouvernance dans un pays, on cesse de parler d'économie et finalement, du plus intelligent, nous approprions la politique et ce n'est que de cela que nous parlons. Depuis 7 ans, en Guinée, nous ne parlons que de politique et d'élection. Nous avons cessé de parler de programmes de développement, nous avons cessé de parler de projets structurants pour permettre à notre pays d'avancer. Théoriquement, je dis bien théoriquement, l'idée d'une rencontre entre le chef de file de l'opposition et un président de la République, c'est de pouvoir plancher sur des questions liées au développement du pays. Et ces questions sont transversales. Elles vont de l'ordre social à l'ordre économique, à l'ordre politique. Il faut que tous les aspects soient liés. Nous sortions d'une crise liée au système éducatif avec les revendications des enseignants. Une réflexion peut être faite pour voir comment le gouvernement peut encore une fois tenir les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'augmentation de ces ressources. Il y a d'autres revendications qui sont liées par exemple aux contingences économiques, notamment la velléité d'augmentation du prix du carburant, du coût de l'électricité. Toutes ces questions peuvent être discutées. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord que la question saillante, sont ces revendications, mais il faut qu'on se le dise pour vrai, il faut que chacun de ces deux personnages puisse apprendre la hauteur de vue et regarder la réalité en face. Que le président de la République fasse comprendre aux chefs de file de l'opposition que les recours liés à la prise en compte de leurs revendications ont été portés devant les juridictions qui se sont prononcées et que ce dossier doit pouvoir être clos à ce niveau. Que le chef de file puisse s'en rendre compte et qu'il accepte justement en tant que républicain, parce qu'on dit bien opposition républicaine, et le caractère républicain d'une opposition s'apprécie par sa soumission aux règles de la gouvernance, aux règles du texte de loi. Donc si le chef de file de l'opposition pense vraiment être un républicain, c'est de se soumettre à cela et réfléchir maintenant sur des projections pour les prochaines échéances électorales, notamment législatives et présidentielles, pour que nous ayons des institutions qui soient capables de nous organiser des élections à la hauteur de nos attentes. Alpha Condé rencontre Cellou Dalein Diallo après bien de manifestations, bien de crises, on peut dire aussi après bien de morts, parce que des gens sont morts lors des manifestations qu'on a connues. Il y a une journée qui a connu carrément 4 personnes qui sont mortes, avant une autre journée qui a connu 2 personnes qui ont été tuées. Et on a écouté avec vous Baouri qui réagissait à cette rencontre-là, à la radio, qui disait que on aurait pu faire ça avant,
pour éviter les morts qu'on a connues que de le faire aujourd'hui. Et au même titre que Baouri, on a des auditeurs, des citoyens qui disaient oui, c'est inutile ces rencontres, ça ne portera rien. Est-ce que vous pensez justement qu'en fait, ces morts-là ont été tuées pour rien, parce qu'on aurait pu les éviter si cette rencontre avait existé avant? Je constate simplement qu'il s'agit des morts de trop. Parce que avant que nous en arrivions aux 94 morts, il y a eu d'autres qui ont été tués dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées. Et les raisons pour lesquelles ces personnes ont été tuées, parfois ont été bafouées. Il y a eu une mise en parenthèse de ces revendications et on a passé cela en perte de profit. Ces personnes sont mortes pour rien. 94 morts, pour quel résultat finalement? Parce qu'avec 94 morts, nous n'avons pas pu obtenir des élections qui soient exemptes de tout reproche. Nous n'avons pas pu avoir une CENI qui soit réformée. Nous n'avons pas pu avoir jusqu'à présent l'élection du conseil exécutif dans les différentes communes. Donc ça veut dire qu'il y a des revendications qui ne sont pas encore satisfaites et on continue à augmenter le nombre de morts dans notre pays. Ça veut dire que d'un côté, il y a certains qui en font un fonds de commerce et de l'autre côté, il y a d'autres qui en font également une excuse de leur gouvernement. Et pendant ce temps, des gens meurent. Et si on peut se rencontrer avant, parler des situations, trouver des solutions, mieux vaut ne pas aussi peut-être aller à des situations qui nous amènent à perdre des gens, j'imagine. Sans doute, on ne sait pas ce qui va être dit, puisque pendant que cette émission est en train d'être enregistrée, le président Alpha Condé doit rencontrer Cellou pratiquement dans, on va dire, 3 heures, et donc on attendra de savoir ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme engagement selon leur responsabilité à deux au sortir de cette rencontre, de ce tête-à-tête Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo. Et pendant ce temps, autre sujet qui focalise notre attention, en annexe bien sûr, c'est la menace par exemple des députés de l'opposition de boycotter la session des lois, donc l'ouverture de la session des lois qui doit avoir lieu le 5 avril. Selon vous, cette menace-là, elle est-elle fondée? Pour quel effet les députés, justement, de l'opposition peuvent ne pas y aller à cette session des lois, à l'ouverture de cette session des lois? Bon, fondée ou pas, je ne vais pas me prononcer sur je veux dire l'interprétation qu'ils font de leur décision ou le motif qu'ils ont pour opérer cette décision. Personnellement, ce que je veux simplement dire, c'est que dans notre pays, il n'y a pas de mandat impératif. Il y a un mandat représentatif, conformément à l'article 70 de notre Constitution, qui signifie simplement qu'aucun député n'est tenu d'obéir à un dictat d'un quelconque leader ou d'une quelconque formation politique. Vous savez, l'ironie, c'est que l'opposition, je le rappelle très souvent, s'habille des textes de loi lorsqu'elle estime justement qu'elle doit s'en couvrir, mais se déshabille de nos textes de loi lorsqu'elle estime justement qu'elle doit se mettre en nu pour ne pas faire en sorte que cette loi lui soit applicable. Et ça, c'est très honteux pour notre pays. Quand il y a des manifestations politiques, il y a, soi-disant, des militaires ou des forces de l'ordre qui tuent les militants. Et à la suite, on entend dire que ces forces de l'ordre ont reçu des instructions. L'opposition réagit en affirmant que nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. Ce qui veut dire que les forces de l'ordre qui tuent ne sont pas tenues de tirer, même si elles reçoivent cet ordre-là. Au même moment, il y a ces acteurs de l'opposition qui sont députés à l'Assemblée nationale et qui acceptent le dictat d'un leader qui va leur demander de boycotter la session ou de ne pas aller siéger à l'Assemblée nationale. Alors qu'ils ne sont pas censés. Parce que simplement, ils estiment que leur revendication n'est pas prise en compte. Alors qu'ils ne sont pas justement censés aussi se soumettre au dictat de ce leader politique en tant que député, d'autant plus que la loi dit que les députés ont un mandat représentatif. Donc ils représentent les citoyens, ils votent les textes de loi et ils contrôlent l'action du gouvernement. Donc ça veut dire qu'aucun député n'est tenu de se soumettre à la volonté d'un leader politique. Ce qui signifie donc que c'est injustifié de leur part de pouvoir boycotter cette session dans la mesure où c'est une injure aux populations qui les ont élus, qui les ont mandatés. Il n'y a que les populations à qui ces députés rendent compte, pas aux différents leaders politiques. Donc c'est encore une fois justifié du fait que dans notre pays, ces acteurs politiques que je considère en réalité comme des plaisantins politiques s'amusent avec les textes de loi et en font leur jeu pour pouvoir l'utiliser chaque fois que cela les arrange. Et quand ils brandissent comme motif, comme raison,
protester contre la dérive du gouvernement. Est-ce que ça suffit pour bouder cette séance-là non. de rentrer Mais non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand ils parlent de dérive de la mouvance, pendant combien de temps ils ont accepté de s'acoquiner au gouvernement pour pouvoir gérer les collectivités, notamment les communes avec les délégations spéciales. Ils ont participé à combien de délégations spéciales ici en tant que président ou vice-président de délégation? Combien de délégations spéciales ont connu des cas de détournement avérés émanant des représentants de ces formations politiques? De quel gabegie veulent nous parler finalement? Ils nous ont pondu une loi, excusez-moi du terme, ils nous ont produit, j'allais dire, ils nous ont produit une loi électorale qui avait à son contenu des dispositions qui violent la Constitution. Ça, ils s'en ont accommodé et personne n'a trouvé à redire là-dessus. Avec cela, on ne parle pas de gabegie financière. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de nous distraire et que nous allions à l'essentiel. Je suis tout à fait d'accord que notre pays est dans une mauvaise impasse, mais ce sont les acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition qui en sont la base et qui en sont le véritable problème. Le seul enjeu qu'il y a, c'est leur intérêt, mais pas seulement la survie du pays qui les intéresse, c'est seulement leur intérêt. Et voilà. Et tout de suite, donc, on va passer à cet autre sujet en attendant de savoir ce qui va se passer dans cette journée de rencontre très attendue entre le président de la République et le chef de file de l'opposition républicaine. Et nous passerons à cet autre sujet. Il s'agit de la situation des maires qui ont été élus au soir du 4 février, ou si vous voulez, après la proclamation définitive des résultats par le président de la CENI. Qu'est-ce qui retarde le processus de leur installation? Y a-t-il un délai qu'on a déjà dépassé ou pas? La question ou les questions, je les poserai tout de suite à l'invité du jour, mais après la petite pause, on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, donc merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité, vous l'avez constaté dès au début, Monsieur Kramomadi Kamara. Il est juriste, analyste politique et consultant média. Avec lui, on a porté le regard d'abord sur la rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein aujourd'hui, en attendant de savoir ce qui va en résulter, comme il l'a dit, si la montagne accouchera d'une souris ou si la souris grossira comme la montagne. On attendra de le voir. Le second sujet, évidemment, c'est finalement cette affaire des maires. Les maires ont été élus, les résultats définitifs ont été donnés, et pour l'instant, nos communes ne sont pas gérées par les maires. Ça fait maintenant combien de mois? Depuis le 4 février, nous sommes le 2 avril aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui retarde le processus? D'abord, est-ce qu'il y a un délai? Parce que j'ai appris qu'il y a un délai de 2 mois pendant lequel on doit obligatoirement installer ces maires. Alors, vous posez plusieurs questions à la fois. On va commencer par ce qui me semble la plus opportune, c'est de savoir qu'est-ce qui bloque pour l'instant. Pour moi, c'est encore une fois la politique et rien que la politique. Parce que simplement, et ça ramène à la deuxième question, est-ce qu'il y a un délai? Il n'y a pas de délai légal qui soit fixé entre l'élection des conseillers communaux et l'élection du bureau exécutif, donc du maire et de ses adjoints. La loi prévoit simplement que le code des collectivités auquel je fais référence justement prévoit qu'un arrêté du ministère de l'administration du territoire soit pris pour convoquer la première session du conseil communal. Et c'est au cours de cette session du conseil communal, cette première session, que l'élection du maire et ses adjoints se feront. Jusqu'ici, cet arrêté tarde à être pris, et simplement, vous comprendrez avec moi que la raison est purement politique, parce qu'il y a une revendication. Qui est-ce qui doit prendre cet arrêté? Le ministère qui programme l'installation des conseils communaux et donc du maire. Le ministère de l'administration du territoire. Donc Bourema Condé. Tout à fait.
qui doit prendre cet arrêté, qui est le ministère de tutelle des collectivités, et qui jusqu'ici traîne à prendre cet arrêté. Vous comprendrez bien que cela peut être lié au fait qu'il y a des revendications en cours portées par l'opposition, qui, de mon point de vue, encore une fois, vient justifier la violation de la loi, parce que les tribunaux se sont prononcés là-dessus, les résultats définitifs ont été publiés par la CENI, donc on devait continuer le processus, aller simplement à l'élection des maires et des adjoints. Pour une revendication portant sur 9 communes, on prive 341 autres, ou 330, en fait, il y a globalement 342 collectivités, mais les revendications ne portent que sur 9. Les revendications de l'opposition globalement ne portent que sur 9 circonscriptions. 9 circonscriptions. Donc au moins, le ministère de l'administration du territoire aurait pu programmer l'installation des autres 200 et quelques, je ne sais pas, ou 300 exactement, et quelques conseils communaux. Tout à fait. Pour qu'on puisse y aller, même pas seulement les 300 et quelques, elle devait simplement, le ministère, il devait simplement se baser sur les textes de loi. Les résultats définitifs sont donnés, il convoque la session et ensuite on organise l'élection au niveau des différentes collectivités. C'est cela le respect des textes de loi. Malheureusement, on traîne encore les pieds pour voir quel arrangement on va trouver, et je pense que tout est lié à cette rencontre qui était en train de se manigancer. À l'issue de cette rencontre, on va simplement ouvrir un couloir de négociation pour aller s'entendre sur des clauses qui vont permettre de mettre en place ces différents organes exécutifs, avec un arrangement qui serait trouvé entre l'opposition et l'exécutif. En tout cas, plus de temps avant de mettre ces maires en place pourrait avoir quelles conséquences justement dans la décentralisation à la base, de la gestion de nos structures décentralisées? D'abord, ça nous maintient dans une impasse, parce que l'élection s'est passée dans un premier temps, il y a un second temps qui reste, donc l'élection des élus. Parce que là, on a élu les conseillers communaux, et les conseillers communaux devront aussi élire maintenant l'exécutif communal, le maire et ses adjoints. On est dans cette impasse. La deuxième chose, c'est qu'on continue encore une fois à prolonger la violation des textes de loi avec ces délégations spéciales. En maintenant les délégations spéciales. La troisième chose, c'est que le processus de décentralisation va se retrouver plombé parce que les délégations spéciales ont été mises en place sur la base d'un accord, donc avec des arrêtés qui ont été pris. Ce qui revient à dire que ces délégations sont inféodées directement ou indirectement à l'administration centrale, ce qui est contraire totalement à l'esprit de la décentralisation, qui confère 32 compétences aux collectivités avec 8 domaines de compétences qui leur permettent justement de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir s'autonomiser, s'affranchir de tout ce qui est tutelle, en tout cas de la conduite de l'exécutif. Donc on est dans ce processus qui traîne les pieds. Et pendant ce temps, il n'y a pas un moyen de pression. Je veux dire, personne ne peut mettre la pression sur le ministre de l'administration du territoire. Il n'y a pas... Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont été élus quand même, qui sont pressés de prendre fonction, même s'ils ne sont pas élus maires, mais quand même de prendre leur fonction de conseiller communal, de participer à la vie de leur collectivité. Pendant ce temps, Bourema Condé traîne les pas. Il n'y a pas de moyen de recours qui puisse lui mettre la pression de dire non, monsieur le ministre, il faut que vous preniez finalement cet arrêté-là pour l'installation des maires. Non, c'est le bon sens qui devait le guider à l'effet de pouvoir prendre cet arrêté, à faire fonctionner l'administration. On ne peut pas arrêter de faire fonctionner l'administration locale. Oui, en tenant cela de la pression politique ou en tout cas du déshydratat d'une frange de la population qui serait l'opposition. Alors qu'on a besoin que cela puisse administrer, parce que le processus de décentralisation, c'est au bénéfice des populations. Ce n'est pas surtout au bénéfice des formations politiques. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, une des faiblesses de cet accord qui a été trouvé avec ces acteurs politiques, parce qu'il faut que cette élection, ces élus communaux au niveau du bureau exécutif soient mis en place pour qu'ensuite on puisse également mettre en place tout ce qui va concerner le conseil régional. Donc il y a un processus qui est totalement inachevé et qui risque de prendre encore plus de temps qu'on ne peut s'y attendre. Processus qu'il faut terminer avant d'envisager
l'autre processus électoral, c'est-à-dire les élections législatives qui doivent aussi avoir lieu en cette même année 2018. Alors donc ça peut être un risque qui nous amène à un glissement de calendrier électoral, malheureusement. Est-ce que certains députés n'ont pas intérêt aussi à ce glissement électoral, c'est-à-dire intérêt que les élections législatives n'aient pas lieu, parce que qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ces députés-là savent qu'ils ne peuvent pas être réélus par leur base, que certains sont dessus d'eux dans leurs différents camps, qu'ils soient de l'UFDG ou de l'opposition. Est-ce que certains n'ont pas un agenda caché, c'est-à-dire que soit dans cette crise, de sorte que les élections législatives, en tout cas des députés, n'aient pas lieu en cette année? Oui, vous savez, c'est une faiblesse de nos textes de loi qui marque le fait que on ne peut pas être candidat à des élections nationales, donc législatives et présidentielles, si on n'est pas présenté par un parti politique. Ce qui revient à dire que ce sont encore les mêmes partis politiques qui vont devoir établir les listes de candidatures pour les prochaines élections législatives. Ce qui fait que les populations à la base n'auront aucune maîtrise justement des choix qui vont être faits. Peut-être au niveau de l'élection des candidats uninominaux, mais pour les scrutins de liste, ils n'auront pas de choix. Ils seront obligés de choisir carrément la liste qui sera établie par le parti politique. Alors pour terminer justement cette émission, cet autre sujet annexe, la situation qui prévaut au sein de l'INIDH. On a appris que cette institution devrait connaître une sorte de renouvellement de ses instances, ainsi de suite, mais on a tout de suite constaté qu'il y a eu aussi un débat autour de la procédure, pour certains qui soit normale, pour d'autres anormale. Quelle est votre analyse juridique sur cette question de l'institution nationale indépendante des droits humains? D'abord, il faut constater que le mandat du bureau exécutif de l'INIDH est échu depuis le mois de février. Mais il y a un problème qui est d'abord d'ordre purement législatif au niveau de l'INIDH, c'est qu'il y a différentes versions des textes organiques relatifs à l'INIDH qui existent. Et ça fait qu'on a aujourd'hui un texte qui n'est pas conforme à celui qui avait été initialement adopté. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que depuis février, comme je le dis, le bureau est hors délai. Et ce qui revient à dire qu'il n'a pas de légitimité. Il faut donc procéder à l'élection d'un nouveau bureau à la suite d'une plénière qui doit être organisée. Et en ce moment, c'est le président de l'institution qui devait convoquer normalement une plénière à l'effet de venir délibérer sur cette question. Malheureusement, il se trouve que c'est un communiqué du bureau de presse de la présidence qui a convié les commissaires de cette institution à une plénière, ce qui juridiquement est assez critiquable parce que ce n'est pas de leur ressort. Mais pendant ce temps, le président de l'institution aussi ne hâte pas les pas peut-être pour appeler cette rencontre. Mais oui, parce que simplement il y a eu ce communiqué qui a été pris et qui le décharge en quelque sorte. Mais ça, c'est d'un point de vue purement juridique. Ce qu'il ne faut pas éluder, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de caporalisation totale des institutions pour les inféoder à l'exécutif. Et vous avez vu que quasiment l'essentiel des institutions ont été dynamitées de l'intérieur. Et pratiquement la seule qui restait, c'était l'INIDH. À la Cour constitutionnelle, il y a une crise qui prévaut. Jusque-là. Ben oui, à la HAC, il y a eu une crise qui est passée par là. C'est l'INIDH qui est en train de subir aussi le courroux de ces velléités politiques de caporalisation des institutions, ce qui est assez regrettable et assez dommage pour notre pays parce que la politique prend le dessus et les considérations mesquines aussi finissent par prendre le pays en otage. Malheureusement, on suivra en tout cas de près aussi la situation au sein de l'INIDH. Est-ce que finalement cette rencontre sera appelée par le président pour le renouvellement de ces instances? Merci Kamomadi d'être passé, merci pour les analyses. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à vous, merci de votre attention. Après 2 semaines, on va dire, de pause, ce fut un réel plaisir pour moi de vous retrouver au compte de cette émission Café Débat et pour continuer l'aventure. Ainsi, on se retrouvera demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.